puis on va avancer et malheureusement peut-être finir. On n'aura peut-être pas le temps de corriger beaucoup du dossier long, mais auquel cas ça sera dans le corrigé, vous rassurez-vous. C'est une application de tout ce qu'on a dit juste avant, avec des questions d'orientation diagnostique très larges, et notamment une illustration de ce qu'on va voir maintenant pour terminer, qui est au moins aussi, si ce n'est plus important que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, qui est le raisonnement en démarche diagnostique. Alors, je vous donnais un petit énoncé d'une patient de 25 ans qui n'avait pas d'antécédent, dans le dossier 4, qui avait des diarrhées récidivantes. Depuis 6 mois, elle fait des accès diarrhéiques qui durent à chaque fois 1 à 3 jours. Elle a des selles liquides, parfois glaireuses. Récemment, il y a eu un peu de sang. Les selles ne surviennent pas particulièrement à la suite des repas. Elle dit ne pas avoir remarqué d'aliments non digérés. Et puis les selles ne forment pas d'yeux de bouillon. Cette patiente a perdu 4 kg en 6 mois. Pourtant, elle n'a pas fait de régime pour ça. Elle se dit fatiguée au point de ne plus pouvoir assister à ses journées complètes à la fac. Donc, vous voyez, on ne laisse jamais aucun détail au hasard dans un énoncé de CN, dans un énoncé bien fait. Si on vous dit que elle ne peut pas aller à la fac, c'est pas parce juste pour le plaisir, c'est que ça témoigne d'une véritable asthénie. Le patient qui va dire je suis fatigué, si vous interrogez la population, 100% des gens vont dire je suis fatigué. Moi je suis fatigué, mon fils ne faisant pas ses nuits, et pourtant ça ne m'empêche pas de travailler ou de venir faire des confs. Si elle ne peut même plus suivre les cours de la fac, ça crédibilise, ça vous organise l'asthénie. Il y a un vrai problème. D'accord ? Rien n'est jamais laissé au hasard. Alors, je vous avais divisé ça en 2 pistes. La première et la deuxième. On va y répondre après, je vous explique pourquoi je vous ai fait ça en 2 pistes. Alors, que nous apprend le K4 ? En fait, la démarche diagnostique. La première piste, c'était ça. La première piste, ça consistait à dire... Est-ce que je vous le mets après ? Ouais, la première piste, ça consistait à raisonner comme ça. J'ai un symptôme, des diarrhées récidivantes. À mon symptôme va correspondre une discipline. À la des diarrhées, c'est de la gastro. Alors, c'est de la gastro, elle a des diarrhées, ça dure depuis un moment. Moi, je fais l'hypothèse que c'est ça. Et puis je réfléchis, ça pourrait aussi être ça. Et puis telle maladie. Et puis, ah bah tiens, ça, parce que j'ai vu une patiente qui avait ça. Et puis ça. Ça, c'est la façon dont raisonne tout étudiant en médecine, logiquement, arrivé en DCEM3, très souvent. Et pourtant, il ne faut pas le faire. Il ne faut surtout pas le faire. Donc l'exemple, elle a une diarrhée. Bon, c'est de la gastro, l'hépatogastro. Ça pourrait être, une maladie de Crohn, une gastro-entérite, pourquoi pas des troubles fonctionnels intestinaux, une rectocolite, un cancer du côlon. C'était la première piste. Je vous demandais, est-ce que ça peut être un syndrome du côlon irritable justifié ? Alors la réponse était, c'est peu évocateur de syndrome du côlon irritable. Alors peu évocateur, pourquoi ? Les arguments pour, les arguments contre pour. Bon, elle avait le terrain, c'était une femme, entre 20 et 40 ans. C'est la majorité des cas de syndrome du côlon irritable. Mais d'un autre côté, la diarrhée n'était pas motrice. On vous disait que ça ne se revenait pas après les repas et qu'il n'y avait pas d'aliments non digérés, qui sont les signes caractéristiques d'une diarrhée motrice, qu'est la diarrhée du syndrome du côlon irritable. Et puis qu'il y avait une altération de l'état général, elle perdait du poids pour de vrai, avec une vraie asthénie, pas juste une asthénie de personnes déprimées. Et ça ne va pas tellement avec le syndrome du côlon irritable, où par définition, il n'y a pas d'impact sur le poids et l'état général du malade. Deuxièmement, est-ce que ça peut être une gastro-entérite aiguë ? La réponse est non. Par définition, elle ne peut pas être aiguë puisque ça dure depuis plus de 4 à 6 semaines et que donc c'est chronique. Donc déjà, ce n'est pas une gastro-entérite aiguë. Alors la définition de aiguë chronique pour les diarrhées, les gens c'est divergent. Les gens ne sont pas tous d'accord. Si on prend les gastro, le collège des enseignants de gastro, si on prend les recommandations, En gros, si vous avez depuis plus de 4 à 6 semaines, c'est certainement chronique. Il y a des gens qui disent plus de 15 jours. Bon, soyez intelligent face à l'énoncé. Si manifestement on veut vous faire dire que c'est quelque chose qui dure et que ça va être une maladie chronique, si vous dites que c'est chronique parce que ça fait plus de 4 semaines, si on vous donne un truc de plus de 3 semaines dans le même esprit, vous dites que ça fait plus de 3 semaines donc c'est chronique. À l'inverse, si vous avez un truc de 3 semaines où manifestement c'est un contexte infectieux, retourne à un voyage, vous dites que c'est quelque chose d'aigu. Bon. Mais c'est sûr que ça fait plus de 4 à 6 semaines, c'est sûr que c'est chronique, ce qui était le cas ici, donc ça ne peut pas être une gastro-entérite aiguë. Troisièmement, est-ce que ça pouvait être une diarrhée due à une hyperthyroïdie ? Alors là, en plus, déjà, on sortait du cadre que c'est juste de la gastro, parce qu'on était dans la diarrhée liée à l'hyperthyroïdique et l'endocrino, mais quand même, là, c'est encore une fois peu évocateur. Une nouvelle fois, ce n'est pas une diarrhée motrice. Et puis, l'altération de l'état général ne va pas avec. On peut
être fatigué, avoir une vraie asthénie, mais c'est plutôt dans l'hypothyroïdie que dans l'hyper, où on est plutôt hyperactif. Donc bof, c'était probablement pas de l'hyperdiarrhée, d'hyperthyroïdie. Peut-elle être due à un cancer colique? Question 4. Alors oui, pourquoi pas. Elle a des diarrhées, il peut y avoir du sang, on peut perdre du poids et on peut être vraiment fatigué. Mais est-ce que quand on n'a pas d'antécédent personnel ou familial et qu'on a 25 ans, faire un cancer du côlon c'est fréquent? La réponse est non. C'est encore des antécédents familiaux, mais même pas. Donc bof, je ne le mettrai pas en hypothèse numéro 1. Est-ce que ça peut être une maladie cœliaque? Question 5. À nouveau, c'est peu évocateur. Le caractère chronique, d'accord. La perte de poids et l'asthénie, why not? Mais il n'y a pas de malabsorption, il n'y a pas de stéatorée, elle n'a pas de trop de graisse dans les selles, puisque ça ne forme pas d'yeux de bouillon, entre guillemets. Quand, en fait, ça consiste à regarder les selles dans l'eau de la cuvette, et il n'y a pas de taches graisseuses, donc il n'y a pas de stéatorée évidente. Et puis surtout, la présence de sang dans le maladie cœliaque, bof, c'est pas fréquent. 6, peut-elle être une maladie de Crohn? Alors la réponse est oui. Tout peut aller avec la maladie de Crohn. L'âge, le terrain, avec l'âge, la fait d'être une femme, les accès diarrhéiques depuis 6 mois, la récidive, l'éclair, le sang, l'absence de critères moteurs ou de malabsorption, l'asthénie, la perte de poids, tout peut y aller. Donc là, oui, on répond oui. Bon, au final, quand on a fait ça, et j'aurais pu vous en poser 15, des questions comme ça, j'en ai posé que 6, mais quels examens complémentaires peuvent vous être utiles pour progresser? Eh bien, quand on a raisonné comme ça, c'est difficile de répondre à cette question. Parce qu'en gros, il y en a où on a dit que c'était pas ça, il y en a où on a dit pourquoi pas, même si c'est pas très évocateur, il y en a où on a dit c'est probablement ça. Donc en gros, à part prescrire tous les examens complémentaires qui existent, ou tous ceux qui sont nécessaires à toutes les pathologies qu'on a détaillées, on a du mal à répondre. Et donc moi, c'est ce que j'avais mis. Il est impossible de répondre à cette question après avoir répondu aussi aux questions précédentes. Il faudrait prévoir des examens pour départager la maladie cœliaque. Ah, il y a une erreur, j'ai mis d'une maladie cœliaque, d'une maladie de Crohn, il faut lire d'une maladie de Crohn, en passant par le cancer et tout un tas d'autres causes. Et en plus, en raisonnant comme ça, vous voyez bien qu'on ne les a pas toutes screenées. Est-ce que ça pourrait être une rectocolique hémorragique? Est-ce que ça pourrait être des troubles fonctionnels intestinaux? Est-ce que ça pourrait être une diarrhée infectieuse? Est-ce que ça Voilà. Alors pourquoi on raisonne comme ça? On raisonne comme ça parce que, c'est ce que je vous avais mis avant, on a des connaissances verticales. Quand vous allez en cours ou quand vous lisez vos ouvrages, vous avez tête de chapitre, aujourd'hui nous travaillons la maladie de Crohn. Vous, dans votre tête, vous prenez un petit tiroir vide et vous allez l'emplir de plein de connaissances sur la maladie de Crohn. Puis la semaine prochaine, vous êtes dans le module de gastro, on va vous dire on fera le cancer du côlon. Vous prenez le petit tiroir d'un côté et vous remplissez le petit tiroir de cancer du côlon. Et puis 15 jours plus tard, vous changez de module, vous faites l'endocrino, et puis vous allez faire hypo-hyperthyroïdie, et puis vous allez remplir hyperthyroïdie. Puis ça peut donner diarrhée aussi, mais ça, à la limite, vous s'en foutez parce que vous êtes dans le tiroir hyperthyroïdie. Si vous regardez ce raisonnement donc vertical avec des petits tiroirs les uns au-dessus des autres bien rangés, même s'ils sont bien rangés et bien pleins, parce que déjà que vous êtes arrivé avec beaucoup de connaissances, quand vous allez être face à un symptôme ou un patient comme ça, vous n'aurez comme seule possibilité que très vite dans votre tête d'ouvrir tous les tiroirs et de regarder si vous avez diarrhée dedans. Est-ce que la maladie de Crohn donne? Oui, je le mets. Est-ce que ça donne? Non. Ça oui, ça non. Ah tiens, l'hyperthyroïdie, oui, je le mets. Vous allez en oublier des causes, parce que vous n'allez pas pouvoir ouvrir tous les tiroirs que vous aurez appris dans vos années de médecine. Et puis vous allez perdre un temps infini à screener si chaque maladie que vous connaissez peut donner le tableau clinique. Donc il faut, et c'est pour ça que, alors bien évidemment, vous êtes encore en D3, vous avez encore des certificats et des spécialités que vous ne connaissez pas. Il faut continuer à les remplir, ça c'est une évidence. C'était la première ligne de ce qu'on disait, acquisition des connaissances. Vous avez tous le même socle commun. Vous ne pouvez pas vous en tirer sans que les tiroirs soient pleins. Mais une fois que les tiroirs sont pleins, ou même pendant que vous remplissez les tiroirs, il va falloir que vous appreniez à raisonner non plus comme ça, mais d'une façon plus transversale. Donc ça, on a dit qu'on n'en veut plus. Voilà, on fait une grosse croix, et on raisonne maintenant comme ça, c'est-à-dire en démarche diagnostique. À partir du même symptôme, je vais regarder ces caractères. On va prendre des exemples. Tiens, mon symptôme, il a le caractère 2. Donc je sais que dans le caractère 2, il y a le caractère A et le caractère B. Tiens, il a le caractère A, donc à ce moment-là, c'est l'hypothèse 1, ou 2, ou 3. Très souvent en médecine, 3 hypothèses, c'est un bon chiffre. Si vous en avez moins, c'est que probablement vous en oubliez. Si vous en avez plus, c'est que probablement vous n'avez pas assez fait de sous-menus, comme ça, pour arriver, si vous en avez 5, 6,
probablement que vous pourriez encore dichotomiser en un critère qui vous séparerait vos 5 hypothèses en 2 versus 3 ou 3 versus 3. Et quand il vous en reste 3, à ce moment-là, je demande les examens complémentaires pour séparer juste ça. J'arrive donc à un diagnostic et à un traitement. Et j'ouvre mon tiroir correspondant à ma maladie, qui est très bien plein parce que j'ai très bien travaillé, que ici. Ou éventuellement ici pour mes 3 hypothèses, pour choisir les bons examens pour arriver à la vraie hypothèse. Et à ce moment-là, j'ouvre en grand le tiroir et je le traite, je le prends en charge, je préviens les complications, etc. Appliqué à notre exemple, ça donne, j'ai une diarrhée. Je ne me dis plus que c'est de la gastro, parce qu'on a bien vu qu'en plus la diarrhée peut survenir dans autre chose que de la gastro. Ça peut survenir dans les problèmes endocrinaux, avec la thyroïde, ça peut survenir dans les problèmes chirurgicaux, ça peut survenir dans vraiment plein de choses. Problèmes infectieux, vous pouvez avoir une diarrhée avec un palu. Alors si vous êtes dit c'est de la gastro, vous ne penserez jamais au palu, par exemple. D'accord ? Donc ma diarrhée, est-ce qu'elle est... Alors d'abord, on pourrait dire, je ne l'ai pas fait parce que là on est dans le cas... On pourrait dire, la première dichotomie, c'est est-ce qu'elle est aiguë ou chronique ? Si déjà elle est chronique, je ne réfléchirai même pas à toutes les causes aiguës. Donc je ne me poserai pas comme avant, est-ce que ça pourrait être une gastroentérite ? Déjà, j'y pense. La réponse sera non, puisque je suis dans l'arbre diagnostique diarrhée chronique. Une fois que j'ai avancé dans chronique, est-ce qu'elle est sécrétoire, dysentérique ou osmotique ? Et on pourrait en rajouter d'autres, motrice, enfin les caractères d'une diarrhée chronique. Bon, là c'était vraisemblablement dysentérique, puisqu'il y avait des glaires et du sang. Bon. Là, moi, c'est à ce moment-là que j'ai mis chronique et aigu, mais en gros, l'arbre diagnostique, il n'y en a pas qu'un, vous faites celui que vous préférez. Bon, là, on était dans du dysentérique chronique. Et bien là, quand on a une diarrhée dysentérique chronique, il ne reste plus 36 000 causes, ça peut être une maladie de Crohn, une rectocolique hémorragique, une colite ischémique. Et donc, à ce moment-là, on va regarder les examens pour départager les 3, et globalement, c'est un peu les mêmes, ça faut faire une coloscopie et des biopsies. Et puis là, j'arrive au diagnostic de maladie de Crohn ou de RCH, ou au bon diagnostic, et je le traite. Je donne des salicylés, des corticoïdes, enfin le traitement de ce qu'il faut de ma colite inflammatoire, de ma MICI, de ma maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Mais si, par exemple, elle avait été motrice, chronique, dans mes causes, il restait l'hyperthyroïdie, par exemple. Et j'y pensais, alors que si je raisonnais en gastro, on n'y arrive pas. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de raisonner pour tout. Et vous allez voir qu'en médecine, on peut raisonner pour tout, et d'autant plus que le patient ne vient jamais, quand vous êtes le consultant, en vous disant « Docteur, je viens parce que je pense que j'ai une maladie de Crohn ». Même si de plus en plus, ils vont voir sur Internet ce qu'ils ne pourraient pas déjà avoir tout seuls, ou qu'ils vont demander à leur pharmacien ou je ne sais pas quoi, ou à leur copain. Le fait est qu'ils arrivent quand même en vous disant « Docteur, je viens voir parce que j'ai des diarrhées, que c'est plus possible, et que j'ai du sang dedans, et que ça m'inquiète ». Vous n'avez pas face à lui ouvrir tout votre tiroir, il faut que vous raisonniez en arbre diagnostique. Et vous pouvez le faire sur tout. Donc ça, arbre diagnostique, vous l'avez à la fin du programme de l'ECN, c'est toute la partie qui commence à la question, mais c'est juste à la fin, c'est après 300, orientation, diagnostic, devant. Et soit dit en passant, ça regroupe beaucoup de questions médicales qui ne sont pas forcément incluses dans les programmes par maladie. Et vous avez orientation diagnostique devant une anémie, orientation diagnostique devant une douleur thoracique, orientation diagnostique devant une douleur abdominale, orientation diagnostique devant une dyspnée, orientation diagnostique devant une diarrhée. Ça regroupe toute la médecine. Et bien c'est comme ça qu'il faut apprendre à raisonner, et ça vous fera gagner un temps précieux. Je peux vous donner un exemple pour achever de vous convaincre. C'est toujours pareil, à l'ECN 2005, il y avait un dossier de décompensation aiguë d'insuffisance surrénalienne chronique. Sauf que l'insuffisance surrénalienne chronique, chez ce malade, elle n'était pas diagnostiquée, donc pas traitée. Et il y avait beaucoup d'éléments. Il y avait un énoncé qui faisait une demi-page avec des photos du malade, il y avait une radio, il y avait de la biologie, il y avait des signes cliniques très vagues, il était fatigué, il perdait du poids, il se sentait déprimé. Enfin, on nous demandait en question 1, quels peuvent être les grands cadres nosologiques, donnez vos arguments pour, vos arguments contre, dites quelle est la cause que vous suspectez en numéro 1. En gros, c'est diagnostic devant une malfoutose. C'est toute la médecine. J'ai quelqu'un que je connaissais qui n'avait jamais trouvé le diagnostic parce qu'il était perdu dans son stress et à ouvrir tous ses tiroirs et ça pouvait être tellement tout qu'il n'avait jamais réussi à trouver l'insuffisance surrénale. Et si vous avez ça, vous passez 1h30 rien qu'à répondre à la première question parce que ça peut être toute la médecine. Non, au contraire, ce qu'on vous demandait là, de façon déguisée, c'était de donner votre arbre diagnostique. Et c'est simple, devant une malfoutose chronique, vous avez 5 caractères, c'est ou de l'inflammatoire, ou du tumoral, ou de l'infectieux chronique type tuberculose, ou de l'endocrinien, ou du psychiatrique. Voilà.
Et puis après, il y avait des éléments pour penser que c'était plutôt endocrinien. Et donc dans l'endocrinien, malphoutose chronique endocrinien, vous aviez ou l'hypothyroïdie, ou l'insuffisance surrénale, ou le machin. Et puis donc à ce moment-là, on savait que par exemple, il y avait une photo, il était tout avec une mélanodermie et bronzé, et on arrivait à c'est une insuffisance surrénale. Diagnostic complet, il y avait la décompensation aiguë, on repense à ce qu'on a dit sur le diagnostic. Et c'est comme ça qu'il fallait raisonner. Et quelque part, ce qu'attendait le correcteur, c'était exactement qu'on lui dise je pars de mon symptôme et je donne mes grands cadres nosologiques. Et donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. D'accord? Voilà. Donc appliqué à cet exemple-là, je regarde l'heure qu'il est. Appliqué à cet exemple-là, on bannit la première piste où on se demande est-ce que ça pourrait être ça, puis est-ce que ça pourrait être ça, est-ce que ça pourrait être ça, et on passe plutôt sur la deuxième piste où finalement on se dit est-ce qu'elle est aiguë ou chronique? Eh bien elle est chronique parce que ça fait depuis plus de 4 semaines, donc moi j'ai choisi 4 semaines qui est la définition des enseignants de gastro, des pathogastro-entérologie. Quel est le mécanisme le plus probable? Paf, c'est ma première ligne de caractère, eh ben c'est vraisemblablement une diarrhée hydroélectrolytique lésionnelle. C'est pas une diarrhée par malabsorption, on n'a pas les signes de stéatorée, on n'a pas des carences nutritionnelles évidentes, donc là on élimine la maladie cœliaque et compagnie, tout ça, il n'y a même plus besoin d'y penser. Et la présence de glaire et de sang évoque la lésion pariétale, et donc c'est bien par lésion, parce que dans les diarrhées hydroélectrolytiques chroniques, il y a les sécrétoires, mais à ce moment-là, c'est sécrétoire, donc il n'y a pas de sang et de glaire, la barrière n'est pas lésée, c'est juste que c'est là où on rencontre les syndromes de Zollinger-Ellison, enfin vous verrez, ça qu'on ferait les diarrhées, ou si vous avez déjà fait la gastro, toutes les causes. Du coup, quand on sait qu'elle est chronique, hydroélectrolytique et lésionnelle, on a descendu ça, quelles étaient vos hypothèses diagnostiques à ce stade? Eh bien, les principales, c'était la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les MICI, Crohn ou RCH, éventuellement on pouvait rajouter ça. Et du coup, maintenant, quand on vous demande des questions 4, quels étaient les examens complémentaires à effectuer? Contrairement à celle d'avant où il fallait faire tous les examens de la Terre, notamment tous les examens hépatogastro-entérologiques de la Terre, donc là on répondait les colos, les biopsies, les coprocultures, le scanner abdominal, la fibre haute, les biopsies du duodénum pour la maladie cœliaque, les anticorps anti-endomysium et gliadine et machin. Non. Là, du coup, qu'est-ce qu'on va répondre? Avant tout, une coloscopie sous anesthésie générale qui en plus vous distinguera le Crohn du RCH le plus souvent, avec des biopsies, un examen anatomopathologique des biopsies. Et puis éventuellement, parce qu'il y a quelques causes chroniques, rares mais qui sont classiques, de diarrhée dysentérique chronique avec des lésions et des glaires et des sangs, on pourra faire un examen bactério et parasitologique des selles, surtout si en plus le patient dit qu'il a déjà été se promener au Club Med de Dakar et qu'il peut avoir un certain nombre de parasites, amibes et compagnie. Voilà. Et pour le diagnostic, au final, quand on a vraiment bien analysé l'arbre de cette patiente, il ne peut pas y avoir grand-chose d'autre. Et en première intention, on n'attendra de vous que ça. Et c'est seulement si ce n'est pas contributif ou anormal, mais là on rentre en général dans les 5% des trucs où ça tire dans les coins qui, j'espère, on ne vous demandera pas, parce que si on vous le demande, ça ne vous sélectionnera pas parmi votre voisin, parce que personne ne trouvera. C'est seulement si en première intention tout ça n'est pas contributif qu'on rentrera dans les choses sioux, et on se demandera si on ne s'est pas gouré. La première chose à faire, c'est que est-ce que je ne me suis pas trompé de branche? Et si vraiment vous n'êtes pas trompé de branche de votre arbre diagnostique, voilà, on rentre dans les raretés, et c'est là où ça devient affaire de spécialiste. Mais un médecin généraliste doit être capable de faire ça. Un étudiant de DCEM4 à l'internat aussi. Et vous vous rendez compte que c'est 95% de ce que vous aurez à faire devant une diarrhée finalement. Après, peut-être que le traitement ne sera pas de votre sort. Vous verrez, il y a plein de questions, quand vous lisez les sous-questions des questions d'internat, vous avez savoir diagnostiquer un ou une. Et c'est tout. On ne vous parle pas du traitement, parce que c'est souvent affaire de spécialiste. Par contre, savoir diagnostiquer un, j'ai plus d'exemples en tête où il y a juste ça dedans, c'est finalement réussir à raisonner devant ça et arriver à ça. Et puis ça, des fois, on l'oublie. D'accord? Donc ça, il faut essayer de raisonner comme ça. Bien évidemment, pour raisonner comme ça, c'est ce que je vous disais, il faut avoir les tiroirs un minimum remplis. Parce que vous ne pouvez pas mettre des hypothèses de bout des flèches quand vous n'avez pas les tiroirs remplis, c'est une évidence. Mais ça veut dire que quand vous continuez à augmenter vos connaissances, vous êtes en début des CEM3, vous continuez à bien les remplir. À un moment, quand ils commenceront à être vraiment bien remplis, il faudra, et quand vous aborderez, et c'est pas souvent fait dans l'enseignement, parce que dans l'enseignement, on dit aujourd'hui on parle de la maladie de Crohn, parce que moi je suis le docteur machin spécialisé de la maladie de Crohn. Puis la semaine prochaine, vous aurez mon collègue, mon pote chef de clinique, qui lui va venir parler de la maladie cœliaque. Et finalement, il y a peu de cours où, ça peut arriver dans certains modules, on dit bon, maintenant on essaie de résumer un peu tous les cours que vous avez eus en faisant un cours sur orientation diagnostique de une diarrhée, mais c'est pas souvent, et si c'est pas le cas, il faut que vous fassiez votre propre arbre diagnostique. Là, c'est un trait réduit que je vous propose, mais il ne faut pas noter ça, il faut que vous fassiez le vôtre sur une feuille beaucoup plus grande avec les diarrhées aiguës chroniques, toutes les causes.
Et voilà. Et je dis, il faut que vous fassiez ça sur globalement toute la médecine. Hein. Orientation diagnostique devant une douleur thoracique, ça tombe mais presque tous les ans, la douleur thoracique à l'internat. Quand c'est pas une embolie pulmonaire, c'est un infarctus ou une péricardite ou une dissection ou un pneumothorax, ou il y a les causes pulmonaires, il y a les causes pleurales, il y a les causes digestives hautes, un ulcère peut mimer une douleur d'infarctus, il y a les causes cardiaques. C'est rarissime que ça ne tombe pas au moins une fois. Et puis si c'est pas thoracique, c'est au moins c'est abdominal. Donc c'est pareil, ça c'est le truc qu'il faut absolument rentabiliser. Hein, on vous décrit une douleur pleurale typique. Si vous êtes en train de dire, mon Dieu, qu'est-ce qui peut donner une douleur thoracique et que vous ouvrez tout, non, ça ne sert à rien, la douleur elle est de type pleural, donc déjà on oublie l'infarctus. Ce n'est pas une péricardite, puisque par exemple la douleur persiste, disparaît à l'apnée. Ce n'est pas une péricardite. On ne passe pas du temps à décrire la péricardite. D'accord? Tac, 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 et on arrive à, finalement, j'en suis une douleur pleurale, c'est une pleurésie, un pneumothorax ou une embolie pulmonaire. Il n'y en a plus que 3. Donc voilà, il faut absolument essayer de raisonner, et finalement devant un malade, c'est ce qu'on fait, puisque le malade il arrive avec un symptôme et pas une étiquette sur le front, j'ai ça. Et donc comme il arrive avec un symptôme, il faut apprendre à raisonner comme ça. Ça c'était, si on reprend ce que je disais au début, la partie en bas, raisonnement. Et si vous montrez ça au correcteur dans la copie, par exemple en lui disant c'est une diarrhée chronique, plutôt dysentérique, donc hydroélectrolytique lésionnelle, avec des glaires et des, parce qu'il y a des glaires et des sangs, chronique parce que ça fait plus de 4 semaines. Les hypothèses restant chez cette patiente jeune sans antécédents et restant donc à ce moment-là avant tout la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Donc ça c'est plutôt le sujet âgé, un peu polyartériel. Et donc je ferai une coloscopie et des biopsies. Et si elles sont positives en examen anatomopathologique, je traiterai. Mais là il peut pas, qu'est-ce qu'il peut faire le correcteur à part vous applaudir des deux mains, quoi. Il vous dit, il a tout compris, il a fait la démarche diagnostique devant le malade, il a prescrit les examens intelligents qui sont en rapport avec les hypothèses qu'il avait formulées. Et voilà. Et ça, c'est tout ce qu'il faut encore que vous fassiez, que vous avez commencé à faire et que vous fassiez encore dans les stages, quand vous avez les patients et quand vous allez faire des observations. Le but de l'observation, c'est de faire ça. D'accord ? C'est d'arriver avec un motif d'hospitalisation, diarrhée, interrogatoire pour faire le terrain, l'histoire de la maladie pour dichotomiser tout ça, l'examen clinique pour vous apporter des nouvelles choses, et puis votre conclusion, ça ne doit pas être « il vient pour diarrhée », parce que ça vous l'avez écrit à la première page, ça ne sert à rien, votre conclusion, ça doit être « face à tout ce que j'ai vu maintenant, il a donc une diarrhée chronique plutôt de type dysentérique, c'est une femme jeune, donc je pense que ça peut être ça ou ça », et vous libre à vous, même dans l'observation à l'hôpital, d'écrire, ou alors vous le gardez pour vous, vous allez le discuter tant que vous êtes en phase d'apprentissage avec votre chef de clinique ou avec votre interne qui s'occupe de vous, et je prescrirai donc ça, ça, ça. C'est le meilleur exercice que vous puissiez faire pour apprendre la médecine à l'hôpital, et c'est de venir voir l'interne en disant, voilà, j'ai fait mon observation, on la relit ensemble, vous allez voir avec lui que vous vérifiez que vous avez bien posé toutes les questions, que vous n'êtes pas trompé de branche, et vous dites, et donc est-ce que tu serais d'accord que ce qu'il faut faire, c'est tel examen ou tel autre truc? Il te répondra oui, il te répondra non, il vous répondra oui, vous le ferez. Vous allez le lendemain vous approprier les résultats, vous les lisez, vous vérifiez que vous avez bien raison, hein, parce que c'est sûr qu'on apprend tous par cœur les résultats de l'impact d'une maladie de Crohn, mais à la limite, autant les lire dans le compte-rendu. Pourquoi pas, vous vous prenez par la main, vous allez voir la NAPAT qui a signé le compte-rendu, vous lui dites, est-ce que vous pouvez me montrer? Il sera ravi, la NAPAT, qui ne voit jamais passer d'externe. Vous allez le voir, il vous montre les lames, ça sera marqué là à vie. Hein. Moi j'avais fait ça pour une maladie cœliaque, j'avais une très bonne copine à qui on a découvert une maladie cœliaque pendant qu'on apprenait la maladie cœliaque, donc j'avais été voir les lames. Un NAPAT, et vous vous retenez à vie qu'il y a une atrophie villositaire, plein de lymphocytes partout parce que ça vous choque, quoi. Il vous dit voilà un duodénum normal, voilà un duodénum de maladie cœliaque, c'est retenu à vie, c'est scotché, c'est photographié dans votre tête. Donc vous pouvez le redécrire les yeux fermés, c'est dans une copie d'internat. Et puis après le traitement, mais finalement le traitement, vous voyez que du coup c'est une petite partie. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc on ne va pas avoir le temps d'aborder le grand dossier, mais vous aurez le corrigé, il n'y a aucun problème. Et dans le grand dossier, finalement, ce qu'on attendait de vous, c'était exactement la même chose, puisqu'on vous disait en gros en 1, discuter l'origine de la dyspnée d'effort de la patiente. Donc c'était exactement ça, sauf qu'au lieu d'avoir diarrhée comme symptôme, vous aviez dyspnée d'effort. C'était orientation diagnostique devant une dyspnée d'effort. Et donc vous aviez toute une discussion à faire. Vraisemblablement que cette patiente, en l'occurrence, était multifactorielle. Il y avait des arguments pour une BPCO, puisqu'elle était tabagique, qu'elle avait des signes de bronchite chronique, qu'elle toussait, qu'elle crachait depuis 3 ans. Donc il y avait des signes pour ça. Il y avait d'autres signes. Il y avait des signes d'anémie, donc on sait qu'ils peuvent donner des dyspnées notamment à l'effort. Il y avait potentiellement aussi une part d'insuffisance cardiaque, même si l'échographie était normale, donc ça peut éliminer une grosse insuffisance cardiaque, mais pas une petite, et notamment écho normal, souvent ça veut dire que la fonction systolique est normale, mais la fonction diastolique, pas forcément. Et quand même, quand on est un gros tabagique,
et qu'on a des sous-crépitants de base, il faut quand même absolument éliminer la part cardiaque. Donc il peut y avoir une part cardiaque en plus rajouter la dyspnée d'effort. Et puis l'écho a été principalement fait au repos. Potentiellement que si on faisait une écho de stress, peut-être que là, elle ne serait pas normale et que ça pourrait faire apparaître des signes d'effort. Souvent, la majorité des signes débutent à l'effort. Même les coronaropathies, au début, on fait des épreuves d'effort pour les objectiver. L'angor apparaît à l'effort. Et puis en plus, elle était à la limite de l'obésité, cette patiente, ce qui pouvait aussi entraîner une part dyspnéique. Enfin, voilà, c'était probablement multifactoriel, il fallait le discuter, mais vraisemblablement, la seule façon de ne rien oublier, de penser à tout, c'était de connaître son arbre diagnostique orientation devant une dyspnée. Premier truc, de repos, d'effort, et je connais mon arbre, et donc je peux facilement l'appliquer, et même écrire mon arbre en phrase, quoi. On vous redemandait globalement, alors après il fallait analyser l'anémie, donc ça vous renvoie à votre diagnostic précis. On n'oublie rien, par pitié, hein, donc l'anémie était microcytaire, arégénérative, non inflammatoire, isolée, hypochrome, bref. Donc elle évoquait beaucoup la carence martiale. Et puis, question 3, dans ce type d'anémie, quels signes ou symptômes recherchez-vous à l'interrogatoire? Là, on remontait sur les causes des anémies. Et en gros, on reprenait là, hein, on était orientation diagnostique devant une anémie maintenant. Et on était face à une femme de 58 ans avec des signes d'anémie par carence martiale, donc Stunk par carence martiale. Et là, il y avait toutes les causes possibles, et causes gynécologiques, causes digestives et autres. Et on sait que chez la femme de 58 ans, en post-ménopause, c'est les causes gynéco et les saignements, métrorragie, la cause numéro 1. Mais en gros, c'était orientation diagnostique devant une anémie. Là, on réappliquait orientation diagnostique devant une anémie. Ça, c'est un dossier de CN, hein, c'est le CN 2007, le dossier 2 de l'ECN. Donc on en est à la question 4 et on en est déjà à 2 fois des raisonnements écrits d'arbre diagnostique. Dyspnée et anémie. Et un diagnostic complet, celui de l'anémie en haut. Voilà, ensuite ça continuait comment? Ça continuait à... on trouvait un cancer, il fallait faire un bilan de cancer, mais là c'est pareil. Puis il y avait une petite partie sur l'annonce du traitement, bon ça vous lirez, il y avait un petit peu tout, mais vous voyez qu'on on prend en charge l'ensemble de la pathologie du malade, hein, on ne fait pas juste le traitement chirurgical. Et puis voilà, d'accord? Donc voilà pourquoi c'est important de faire de la méthodologie.